Et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs, je suis Radros et aujourd'hui je suis en compagnie de 3 membres de l'équipe belge de la Nation Cup que j'ai le plaisir d'accueillir ici pour discuter justement de ce tournoi. Donc tout d'abord, bonjour à Tordek, Louis. Salut, salut. J'ai ensuite Estan pour sa première fois sur la chaîne. Salut Jérémy. Ouais, salut à tous, plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et enfin Panda Warrior, salut Alexis. Salut! Voilà, donc en fait, pour parler de ce tournoi un peu particulier, on avait eu l'occasion de l'évoquer en tout cas lors de notre conversation sur le WTC. Et ici, voilà, la Nation Cup a eu lieu durant le mois de juin, si je me trompe pas, les gars, c'était le deuxième week-end de juin, je pense. Ouais, c'est Euh, ça, hein. C'était le week-end dernier, des 21-22 juin. C'est ça. Le troisième, alors, du coup, week-end de juin. Mais Yes. ça tombe toujours en juin. En tout cas, l'année passée, je sais que c'était aussi en juin. Donc, je suppose que ça va être récurrent comme le WTC en avril. Louis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte de ce tournoi, où ça s'est passé, combien il y avait de pays représentés, etc., éventuellement? Ouais, alors, donc c'est un tournoi en équipe de 6 joueurs, comme tu l'as, je pense, évoqué. C'est un tournoi qui a eu lieu cette année en Pologne, près de Varsovie, ou à Varsovie, dans les alentours en tout cas. Il y avait une vingtaine, je crois 22 équipes qui représentaient différents pays d'un peu partout sur le globe, mais majoritairement quand même l'Europe. Et donc c'est un tournoi en 750 points, où chaque équipe apporte 3 listes du bien et 3 listes du mal. Et où il y a un système d'appareillement comme il y a également au WTC. Yes, et il y avait 17 pays différents représentés sur les 22. Donc, il y avait, je crois, 3 équipes polonaises au total. Il y avait 2 équipes irlandaises, enfin, il y avait eu des petites récurrences comme ça, mais il n'y en avait que 5 équipes en doublon ou triple. Mais sinon, il y avait quand même 17 pays, et ça, c'est quand même assez impressionnant. On en avait parlé pour le WTC, qui avait réussi à rassembler, je crois, 7 pays, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un bel exploit hein, pour un événement qui fait son deuxième anniversaire, hein, si on peut le dire c'est comme ça. Donc c'est vraiment, je pense, assez intéressant de noter que je pense que la Nation Cup, vu le nombre de pays qui y participent aujourd'hui, prend un peu plus l'ascendant par rapport au WTC en termes de, peut-être pas de réputation déjà, mais en termes de renommée en tout cas. C'est en tout cas mon impression. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérémy? Bah, c'est vrai que en fait, ça a été un peu créé, l'essor de la Nations Cup a été créé pour répondre à une demande des communautés, suite à un peu un affaiblissement du WTC, pas dans le but de le remplacer, mais dans le but d'être complémentaire. Et bah, voilà, les différents pays, les communautés locales envoient des équipes aux deux événements, mais parfois en fonction des disponibilités, en fonction des budgets aussi. Et donc, on a deux événements qui cohabitent. Je pense que le but des fédérations, c'est qu'ils continuent à cohabiter. Maintenant, il y a des petites différences entre les deux. Et on sent effectivement que certains pays ont préféré prioriser la Nations Cup, qui au final prend un peu l'ascendant sur la scène internationale comme étant l'événement phare pour la compétitivité au niveau du MESBG, quoi. Mais voilà, avec le WTC qui continue à perdurer, et on espère que ce sera le cas, parce que ça permet d'avoir plus de joueurs sur plus d'événements et une certaine variété. Ouais, c'est clair. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a marqué, c'est que je me suis dit quand j'ai vu le nombre de pays représentés, qu'au final, le WTC, il y a quand même vraiment beaucoup de pays qui auraient pu participer à ce tournoi en fait. Et donc c'était un peu dommage. Je pense par exemple aux les Espagnols, les Hollandais, les Italiens étaient là, les Français étaient là, mais on avait quand même pas mal de gars qui gravitent hein, autour de la Belgique et qui auraient pu se présenter au WTC, qui l'ont pas fait. Et on sait que le niveau pour certaines équipes, typiquement l'équipe anglaise, était pas au beau fixe au WTC, alors qu'ici, bon bah, on le verra un peu plus tard, l'équipe anglaise a quand même sorti un gros line-up. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, toi, Alexis, justement, du niveau général des joueurs? Ben, c'est sûr que je pense que pour beaucoup de pays, ils envoient leur team, leur première team, leur première équipe à la Nation Cup et potentiellement leur équipe 2 au WTC. Après, il y a des exceptions pour certains pays, je pense notamment, on va y revenir dessus, mais à la France. Yes. Pour rentrer dans le vif du sujet, avant de parler un peu du roster de l'équipe belge et des armées qu'on a pu jouer, je vais juste
reclarifier le contexte de cette année en termes de Nation Cup, qui est un peu le même contexte que le WTC et de ces 6 premiers mois finalement de MSBG V7. C'est qu'on avait 6 scénarios et on avait 2 livres. On n'avait pas de Legacy et on n'avait pas le troisième livre. Donc on va dire qu'on avait une méta qui était sensiblement similaire à celle du WTC. Donc on a pu participer, enfin on a pu voir participer plus ou moins les mêmes listes en fait que celles qui étaient présentes au WTC, à la Nation Cup, sur les mêmes scénarios. Donc on était un peu en terrain connu sur ce tournoi, ce qui ne sera évidemment plus le cas pour les prochains événements. Et bon, ça fera plaisir. Et je voulais juste noter que ça a été normalement déjà annoncé que le WTC et la Nation Cup de l'année prochaine accueilleront les figurines, les profils Legacy, ce qui est assez positif, mais voilà pour la petite parenthèse. Donc du coup, peut-être Louis, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ton rôle dans l'équipe belge, parce qu'en fait on a une équipe de 6 joueurs avec des rôles en fait, parce qu'il y a des tâches à faire justement quand on est dans une équipe comme ça. Alors oui, et, donc dans notre équipe, quand on a formé l'équipe, on s'est mis d'accord que chacun allait avoir une partie des responsabilités. Pour ma part, j'avais le rôle de capitaine pour la partie administrative et contact envers les organisateurs. Et donc je m'occupais principalement de tout ce qui était remise de listes et si jamais il y avait des questions, à les envoyer aux orgas. Yes. Et toi, Jérémy? Ouais, donc en fait, j'en profite pour dire un petit mot justement sur la création de l'équipe, pour ceux qui vont écouter, qui ne connaissent pas spécialement. Mais en Belgique, on a créé une ligue belge il y a quelques années, où le but était d'avoir une certaine objectivité dans la création, dans la sélection des joueurs, pour ne pas que ce soit justement une bande de potes qui s'entendent bien, qui participent, et donc de permettre à tous les joueurs belges qui ont envie d'avoir la chance d'être sélectionnés pour un événement international, par leur tournoi, par leur performance, on va dire, sur les différents événements de l'année, d'être classés, et en fonction de leur classement, de choisir s'ils voulaient participer à la Nations Cup ou au WTC. Et on avait fait le choix aussi d'essayer d'avoir des joueurs différents dans les deux événements pour favoriser justement le fait d'envoyer le plus de gens possible dans les événements internationaux. Et ici, nous, on était donc les Nations Cup, on était 6 personnes qui ont été qualifiées grâce à ça. Alors c'est vrai que on a encore un petit pays avec un pool de joueurs qui est plutôt restreint, mais il y a quand même une série de joueurs qui se sont dit on va essayer de et ça évolue. Et j'invite tous les gens qui vont nous écouter, qui se disent j'aimerais bien y participer. C'est vraiment tout à fait possible. Hein, c'est pas du tout inabordable. C'est en faisant quelques tournois, en essayant de se dire tiens, j'ai envie d'un peu me classer, etc. En prenant des conseils, il y a vraiment moyen. C'est très ouvert. Et en plus, tout le monde n'a pas forcément envie d'y participer. Donc il y a de la place. Et voilà, nous on s'est retrouvés, on a eu la chance d'y aller. Et effectivement, on s'est dit entre nous un peu tiens, comment est-ce qu'on y va? Et alors, un autre point important, je trouve, c'est qu'on s'est posé la question aussi avant d'y aller de qu'est-ce qu'on voulait aller y faire. Et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde de quelle est notre attente par rapport à l'événement. Parce qu'on aurait pu très bien se retrouver avec 6 joueurs qui veulent absolument être à fond, try hard, et donc qu'importe la liste qu'on doit jouer, qu'importe les figurines et les partenaires, ou alors avoir des joueurs qui disent non, moi j'ai une certaine limite parce que j'ai envie de jouer mes figurines, par exemple, et donc forcément ça va limiter par rapport à la liste, etc. quoi. Donc ça, c'était vraiment une chose importante de se mettre d'accord avant là-dessus, parce que ça évite aussi des tensions par la suite sur mais lui il a mal joué, il a perdu, c'était de sa faute si on n'a pas gagné la ronde, etc. quoi. Non, on s'est directement mis d'accord. Et nous, cette année-ci, notre objectif de team, c'était on y va le plus compétitivement possible. C'est-à-dire qu'on va créer un roster compétitif, on va essayer de s'entraîner compétitivement en fonction de chacun de nos possibilités, de nos disponibilités, hein, parce que on n'est pas des professionnels, on a tous des occupations. Et on va essayer de faire le mieux, sans pour autant sans vouloir si il se passe des choses dans les games. Et donc dire que chacun donne de son meilleur, mais si on perd, et on s'en veut pas, et on se tire pas dessus derrière, quoi. Comme ça, on en profite aussi pleinement. Et donc c'est comme ça un peu qu'on a créé nos rôles. Et alors, moi dans l'équipe, j'ai un peu pris le rôle, j'ai eu le rôle de vice-capitaine. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement, et j'ai pris avec Alexis, on a plutôt pris le rôle de gérer la côté jeu et compétitivité de l'équipe. Et donc, on a un peu pris le lead dans la création du roster et des listes, et de ça un peu tirer les gens en disant ok, qu'est-ce qu'on joue, tester, etc. Même Alexis plus que moi.
Et alors, sur place, moi, j'ai un peu pris le lead et bien aidé d'Alexis et forcément de tout le monde pour faire les pairings, justement. Donc, gérer la partie jeu. Louis gérait vraiment tout ce qui était relation avec les autres équipes, avec les autres capitaines. Et nous, on gérait la partie compétitive, jeu, faire les pairings, la matrice, etc. Top. Ben, merci en tout cas pour toutes ces informations. Je pense que c'est quand même super intéressant de voir que bah, ça s'est fait aussi dans un environnement qui est, je trouve, sain pour une équipe compétitive, où bah, on était un peu aussi dans cette optique-là au WTC, où on s'est dit, ok, on n'est quand même pas là pour de toute façon viser que la win, et enfin en tout cas nous, et on voulait jouer les listes qu'on avait envie de jouer en fait, et pas venir pour juste jouer des listes qu'on n'avait pas spécialement envie de faire. Après, je sais vous avez quand même eu le temps de pouvoir bien préparer votre roster, et finalement tout le monde a pu s'y retrouver avec une liste qui pouvait apprécier. En tout cas, on n'a pas forcé des gens à jouer des listes qui ne le voulaient pas, et je pense que c'est quand même important parce que le but c'est comme de s'amuser, c'est quand même un jeu. Mais super intéressant. Et donc toi, Alexis, par rapport à ton rôle dans l'équipe, je sais que tu as quand même beaucoup de tryhard certaines listes pour les autres. Moi, j'ai surtout fait du boulot en prep pour décider des listes qu'on allait jouer. On avait chacun certains critères de liste, mais on était tout compte fait quand même assez large sur ce qu'on allait jouer. Il faut tenir compte qu'en fait, la Nation Cup, il y a un système d'appariement, et donc certaines listes qui marchent bien en solo, ou au contraire qui ne marchent pas très bien dans les tournois solo, peuvent se révéler moins fortes ou très fortes. Et donc il y a vraiment un énorme boulot. On peut partir sur certains acquis, mais pas tous. On ne peut pas juste prendre les top listes solo et les jouer. Enfin, c'est possible, mais ça manque un peu de réflexion. Et donc pendant, je pense, un mois et demi, eh bien, avec les autres, on a théorie crafté des listes, on a testé des listes, on a testé certains match-ups pour bien mettre les choses à plat et pour être conscient des réalités de jeu au niveau des appariements, au niveau des tables. Yes, par exemple, des listes comme les Grands Aigles, je pense que c'est un des listes qui peuvent bien perf en solo, mais je crois que ça a été assez vite écarté de votre roster, non? Au niveau Dungeon Cup. Oui, effectivement, on avait une volonté de ne pas jouer des listes trop pile ou face, où chacun pouvait quand même s'en sortir et jouer sa partie. On acceptait de parfois envoyer une personne au sacrifice, mais on voulait pas jouer un roster où on avait 3 listes qui gagnaient et 3 listes qui perdaient, et on devait avoir 3 majeurs en victoire et 3 mineurs en défaite. On voulait quand même jouer des parties où on ne commence pas trop perdant, quoi. Donc on a mis de côté des listes comme les aigles, ou certaines listes un peu trop qui allaient dans un sens. Et comment ça se passait d'ailleurs justement, bah voilà, là je demande à tous, hein, parce que comme c'était toi Jérémy et toi Alexis qui gérait les pairings, comment est-ce que justement vous appréhendiez ces pairings, quoi? Est-ce que vous faisiez vite une analyse de ce qu'il y avait en face avant? Je sais pas, ça se passait comment lorsque vous deviez faire vos pairings par exemple? Pour savoir qui on envoyait sur qui ou qui on essayait d'envoyer sur qui? Il y a eu Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la Nations Cup, ils ont utilisé des décors, des tables différentes. C'est une grosse différence avec le WTC, par exemple. Le Mhm. WTC, la travée est commune. C'est 4 fois les mêmes décors pour les joueurs qui vont s'affronter 2 équipes, quoi. Ici, à la Nations Cup, forcément, c'est une question de logistique aussi. Ils ont mis 6 fois des tables, enfin, c'est 6 tables différentes sur une travée. Donc les 6 parties vont se jouer sur des tables différentes. Et ils ont essayé, et ça, franchement, je le souligne, ils ont assez bien fait ça. Ils ont essayé d'avoir une variété dans les types de tables sur une même travée. Donc il y avait des tables assez ouvertes, il y avait des tables avec des gros bloquants, il y avait des tables avec plus de décors, des tables avec des forêts. Donc il y avait vraiment parfois de l'eau. Donc il y avait vraiment sur les 6 tables une différence. Et dans l'appariement, mais il y avait aussi le facteur de qui joue contre qui, mais aussi sur quelle table. Et donc voilà, il fallait arriver un peu à prendre ça en compte. Et alors comment est-ce qu'on a fait? On a essayé de créer une matrice. Donc une matrice, c'est un tableau qu'on a fait à l'avance, on l'a fait sur Excel, où on avait mis nos 6 listes, et on a essayé de voir chaque liste sur les différents adversaires qu'on allait rencontrer, comment est-ce qu'elle se situait. Est-ce qu'elle était plutôt, nous on a utilisé les couleurs, hein, donc est-ce qu'elle était plutôt en vert, donc ça veut dire plutôt gagnant, avec un avantage pour notre liste sur ce match-up-là,
Plutôt en jaune, ça veut dire ben voilà, il n'y a pas un vrai avantage, ça peut aller dans les deux sens. Plutôt orange, là c'est plutôt avantage pour l'autre liste et on veut donc éviter ça. Et voire même rouge, où là il y a de très fortes chances de perdre ce match-up là. Ok, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, bon, bah là, on va devoir te sacrifier à l'un des joueurs ou quelqu'un a dû se désigner un peu en se disant, ok, c'est bon, je vais y aller parce qu'il fallait bien mettre quelqu'un face à cet adversaire-là et on ne sait pas trop qui mettre dessus, quoi. Est-ce que c'est arrivé, ça? Le fameux, on l'envoie sous le camion? Bah, je laisse peut-être laisser Alexis réagir derrière, mais de mon point de vue, non, absolument pas. C'est vrai que j'ai un peu pris le lead là-dessus, j'ai la tablette, chaque fois j'essaie de consulter les gens. Mais donc on s'est basé sur la matrice, on a un peu poussé pour la finir, parce qu'il faut se rendre compte que c'est quand même du gros travail. C'est-à-dire qu'on avait la chance d'avoir que 6 scénarios. On les a divisés en fait en 2 parties. Donc, comme ça, j'explique un peu aux gens qui me suivent comment ce qu'on a fait. On a vraiment divisé les scénarios en 2 types de scénarios. On a mis d'un côté les scénarios qui pouvaient se jouer à distance, donc Reconnoître, Fog of War, Destroy the Supply et To the Depth. Donc, ce sont des scénarios où en fait on commence à distance de l'adversaire et où les armées qui peuvent tirer peuvent utiliser cet argument-là sur le scénario. Et les 2 autres scénarios qui commencent à proximité et où là il faut aller plutôt au contact, qui sont Domination et Hold Ground. Et donc en fait on a fait 2 matrices. On s'est dit on n'a pas la possibilité technique, on n'avait pas assez de temps que pour faire vraiment étudier chaque liste face à chaque adversaire sur chaque scénario, parce que ça nous aurait demandé de faire 6 fois le travail pour les 6 scénarios face aux 6 listes des 22 équipes. Donc ben voilà, ça fait énormément de boulot. Et donc on s'est dit ça, on ne sait pas le faire, on ne va pas y arriver. De toute façon, on avait chacun aussi des obligations. Alexis, il playtestait plein de listes. Il y en a qui essayaient de s'entraîner, Guillaume, etc. Arnaud, qui essaient de s'entraîner à fond sur leur liste. Louis, il voulait aussi pouvoir compétir. Il s'entraînait sur DL et il voulait pouvoir la finir pour la peinture. Donc voilà, il y avait aussi d'autres critères. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va regrouper les scénarios pour avoir que 2 matrices à faire. Et alors on a analysé un peu toutes les listes. Et dès qu'on a vu qu'il y avait des armées, des pays qui avaient plusieurs fois une liste similaire, donc par exemple les White Hands, il y a beaucoup de pays qui jouaient White Hands, et globalement les listes se recoupaient fort. Eh bien on n'a pas commencé à faire la matrice face au White Hand du Danemark, au White Hand de l'Italie, au White Hand de l'Angleterre. On a dit ok, il y a 3 sortes de White Hand globalement différents, et on s'analyse face à ces 3-là. Et ensuite, quand on est face à une équipe, on regarde leur White Hand à laquelle elle correspond le plus, et on a directement notre analyse. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et alors, quand on s'est retrouvé face à la table, on a essayé de toujours jouer des match-ups on a essayé d'éviter les auto-lose. On était plutôt, comme l'a dit Alexis avant, en fait, dans l'optique on va essayer de tout pouvoir jouer en se mettant des avantages là où il y avait moyen et d'éviter le côté de ça, on sait qu'on le perd d'office, mais d'un autre côté, ça nous fait gagner quelque chose à côté. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on savait qu'il y a quand même une certaine. Aucune partie n'est gagnée à 100%. Et il y a une part aussi de facteur chance et de facteur skill. Et on n'était pas toujours certain de pouvoir assumer ce facteur skill face à certains gros joueurs adverses. Et donc de dire, normalement, j'ai un avantage, mais il faut que je joue super bien. Et si je fais une erreur, peut-être que si mon adversaire n'en fait pas, il va réussir à saisir la victoire sur une partie qui, peut-être que théoriquement, m'est plutôt acquise, quoi. Et donc, on a plutôt joué on cherche des parties jouables, voire à notre avantage. Et j'ai pas en souvenir, corrigez-moi maintenant, si vous voulez, mais qu'on a vraiment dit à un moment donné, vas-y, on t'envoie, on sait que tu vas perdre, mais tant pis, quoi. Non, ça, il n'y a pas eu. Je crois qu'on l'a fait une fois sur Domination, quand on a envoyé Louis contre Gouffre de Helm. Ça, moi, j'étais presque sûr qu'il allait perdre. Ah, Ouais, on c'est l'a pas pas faux. dit, donc, C'était en orange, c'est juste, ouais. Ouais, mais on a fait genre une fois ou 2, je pense, où on était vraiment sûr à 100% que c'était défaite. Le reste, ça jouait quand même. Parfois, ça jouait difficile, mais parfois, ça jouait, quoi. Ouais. Ouais, en soi, quand on parle, juste pour clarifier, quand on parle d'auto-lose ou d'auto-win, faut quand même toujours mettre un petit peu de relativité là-dedans. Il y a quand même toujours un facteur de chance aussi, de pouvoir malheureusement perdre la game. Si le joueur en face est un excellent joueur, mais même en duel de liste, si le joueur est vraiment excellent, il peut quand même peut-être réussir à décrocher une égale ou quelque chose comme ça sur une erreur de l'adversaire. Donc, faut pas oublier que même s'il y a un gros win rate pour certaines listes, il y a quand même des fois où elles perdent. On n'est pas sur du 100% de victoire non plus.
Donc, je pense que c'est quand même aussi important à dire. On avait des listes aussi qu'on qualifiait dans le passé en V6 de listes qui étaient injouables et pourtant elles arrivaient quand même à perdre des games importantes, quoi. Donc c'est clair. Maintenant, ça, je trouve que c'est quand même positif en fait comme mentalité de se dire, ok, on va pas partir sur le principe qu'on va sacrifier des joueurs parce que bah, c'est un tournoi qui, même si on vient pour gagner, même si on vient en full compétitif, bah, c'est quand même aussi l'idée de pouvoir profiter, et de passer un bon week-end, quoi, hein. On parlera un petit peu tout à l'heure de l'équipe française voilà, qui a eu des difficultés. En tout cas, quand tu passes un week-end très difficile, ça peut être décourageant dans le fond. Mais je voulais revenir un peu sur vos listes. Toi, Alexis, t'en as pensé quoi de ta liste Moria concrètement sur le tournoi et dans la méta? Mais je voulais. Tu jouais le Balrog, hein, juste pour le Ouais, noter. c'était clairement difficile parce qu'en fait, j'ai eu du mal à trouver une liste du mal qui soit au niveau des autres, White End et Scout du Gluck, au niveau de leur polyvalence sur tous les scénarios. Et donc j'avais longtemps hésité entre plusieurs listes. Et finalement, c'est venu jusque 2 listes, Minas Morgul et Balrog. Et j'ai décidé de prendre le Balrog par sécurité pour pouvoir éviter de donner des victoires majeures si je perds à l'adversaire en ne donnant pas le breaking point. Et aussi parce que j'avais certains matchs relativement faciles à gagner contre les listes qui jouent des monstres ou qui jouent plein de persos ou peu de filles, quoi. Et donc au final, je me suis souvent fait appareiller en fin d'appariement pour aller chercher un match, je dirais un match gagnant, voilà. Pas garanti, mais un match qui permet à la liste d'avant de jouer son match et moi de jouer mon match. Et donc c'est pas mal parce qu'en fait l'avantage du Balrog c'est que c'est un peu all commerce. Ok, c'est possible de perdre en mineur, mais tu mets quand même une pression sérieuse, c'est l'adversaire. Et on n'est jamais qu'à quelques jets de dés de potentiellement gagner la partie, quoi. Ouais, Donc là-dessus, je trouve qu'elle a été hyper solide en termes de liste d'appariement de roster, quoi. ouais, clairement. Honnêtement, je pense que à part contre du Dale, et encore avoir la table. Mais je pense que le Balrog, c'est clairement un client où que tu peux pas prendre à la légère en fait. Tu peux pas te dire tout simplement sur le Balrog, ok, c'est du loto win, sauf si évidemment l'adversaire joue avec beaucoup de balises, ce genre de choses. Mais sinon, je pense que tu dois quand même toujours respecter cette liste, même si bah, c'est de la chance, quoi, hein. Ça va se jouer au dé. Par rapport à ta figurine maîtresse, hein. C'est comme si tu jouais aux échecs avec ta dame, bah, t'as pas de fou, t'as pas de tour, t'as juste une dame. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir que finalement, on avait pensé que c'était quand même une armée qui était vraiment top tier. Mais de ce que j'entends de ta part, ça reste quand même un cran en dessous de ce qu'on aurait pu voir ailleurs, quoi. Ben, je pense que c'est top tier dans le sens où c'est dans les top listes du mal, mais il n'y a pas la facilité de jeu qu'ont par exemple les listes White End. Voilà. Voilà. Il faut aller chercher les points. Tu démarres souvent sans bannière, tu démarres souvent avec le PV potentiel pris sur le Balrog. Il faut aller chercher les points et pas traîner, quoi. Yes. Toi, Louis, du coup, toi, tu jouais Dale avec Girion et 3 Windlance. Qu'est-ce que tu as pensé de ta liste justement et de celle-ci dans la méta justement qu'on a vécu jusqu'ici? Ouais. Je pense qu'avec l'équipe, on s'était très vite mis d'accord que c'était une des listes qui était très solide dans le roster. Vous me corrigez si je me trompe, Jérémy et Alexis. Mais j'avoue que moi, je cherchais surtout dans un premier temps une liste où j'avais les figurines et que je pouvais me permettre de me dire j'ai le temps de les peindre à temps et de pouvoir aussi m'entraîner avec. Et étant donné que c'était une des listes solides, j'avoue que je suis parti là-dessus relativement vite. Puis on a avec Alexis fait un peu de fine-tuning sur les compositions exactes. Est-ce qu'on met 2 Winlands, 3 Winlands, 2 bannières, 3 bannières. Enfin, on avait un peu réfléchi à ça. Et
de ce que j'en ai trouvé, c'est une liste qui est très solide et qui, à mon avis, même avec les 24 scénarios, restera très correcte. Maintenant, ici dans le roster, c'était clairement une liste que peu de gens avaient envie d'affronter. Et c'était souvent, on mettait ça plus une autre qui était choisir entre, je pense, la peste et le choléra pour l'adversaire. Je sais pas si Alexis ou Jérém ont encore des avis dessus. Ouais, c'était clairement une des top listes qui ressortait du début de cette version, qui avait très, très fort performé en V7. Vu qu'il y a, comme on l'a dit avant, 4 scénarios sur 6 qui se jouaient à 24 pouces l'un de l'autre dès le départ, et ben, quand on a une liste qui tire aussi fort que DL, forcément, on sait que ça peut être positif, surtout dans une méta monstre, face à des ailes, des balrogs. Donc ouais, et du plus 1, le plus 1 pour blesser, qui rend la liste même extrêmement forte au combat. Donc c'était une liste qui avait tout à fait sa place dans les rosters. D'ailleurs, on le voit, elle était dans quasiment tous les gros rosters où on jouait. Bah, et j'ai même l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'au WTC, il y a eu un peu un effet de surprise avec Dale, où les Français sont arrivés avec Dale et voilà, ils ont arraché un peu la tête des aigles, des balrogs, etc. Et j'ai l'impression que ça a un peu surpris pas mal de gens. Et ici, on a vu du coup un gros spam de Dale à la Nation Cup. Mais j'ai l'impression que du coup, tout était fait pour essayer de neutraliser la liste. Enfin, j'ai l'impression, Louis, que tu as dû jouer plusieurs fois contre Dale en match miroir. T'as eu beaucoup de tirs en face aussi, en fait. On s'attend, enfin, je pense que l'idée principale, c'était de te mettre contre des monstres, typiquement le Balrog, des trucs comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'on a réussi à te mettre dans des matchs vraiment simples. Je sais pas ce que tu en as pensé. J'ai joué 2 fois contre du Dell en effet, puis 2 fois contre Défenseur du Gouffre. Et puis j'ai pris une fois un Balrog et une fois Minas Morgul, donc Ok, quand même, ouais. on a eu enfin, grâce à Alexis et Jérém, on a quand même réussi à m'apparier au moins une fois contre le Balrog, ce qui a été une histoire assez violente pour l'adversaire. Et puis le jouer en match miroir, ça se jouait un peu au skill et un peu à la chance de voir qui allait gagner, je pense, principalement. Donc c'était un match qui pour nous se jouait. Et le fait aussi d'éliminer le DL adverse, qui pouvait potentiellement être emmerdant pour quelqu'un d'autre chez nous, c'était intéressant aussi. Ok, et du coup, Jérémy, toi, pour ta liste, toi, tu jouais liste Lothlorien à la sauce Alexis, hein, je pense. Enfin, je sais plus qui avait sorti, je crois que c'est Ben Drums qui avait sorti la première fois la liste, et puis Alexis, tu l'avais un peu retravaillé. Je sais plus exactement comment elle était sortie, cette liste de l'enfer, Lothlorien. Ouais, effectivement, je pense, enfin, ça vient d'une bonne idée des qualifs françaises. Ça a été joué, entre autres, par Ben Drums en France. Et ben, en fait, elle est venue un peu après les autres. Donc, c'est vrai qu'on a eu notre présélection il faut qu'on joue White End. En plus, on avait Guillaume qui s'entraînait avec. D'ailleurs, ben, je- j'en profite pour placer ça, mais comme disait Alexis, ben oui, le Balrog, est-ce que c'est un peu en dessous de White End? Pas forcément, mais on a Guillaume qui a joué face à un Balrog sur tout de def et qui remporte une superbe victoire. Ben parce que justement, avec la maîtrise et le fait que le Balrog doit courir derrière les points, ben, il y a moyen de. C'est là où on voit que peut-être des listes comme Ougluk ou White End sont un peu au-dessus, ben, c'est qu'elles commencent avec les points et donc il y a moyen de, si on les joue très bien, de les conserver, quoi. Donc GG à lui pour ça. Mais donc on avait nos listes de départ qui étaient ouais, Ougluk, White End, Dale. Et alors on a essayé de se dire, ok, ben, il faut qu'on arrive à avoir aussi un certain équilibre dans les listes par rapport aux scénarios. Donc il y a des scénarios distance, mais il y a aussi des scénarios de combat. Et ben, Dale, par exemple, risque d'être un peu moins fort sur un domination ou un all ground. Et donc il faut avoir certaines listes qui peuvent tirer pour jouer à distance, d'autres listes qui peuvent aussi combattre. Et cette idée de l'autre. Et donc sortaient les listes, ok, qu'est-ce qu'on a comme autre liste de tir? Et il y a 2 grosses listes qui ressortaient dans la méta, c'était soit Defender du gouffre, soit la Lothlorien justement. Et alors pourquoi est-ce qu'on est plutôt parti sur Lothlorien? En fait, l'avantage de ces 2 listes, c'était de tirer très fort, et donc de pouvoir justement potentiellement affronter un dé adverse et aller l'annuler, donc ne plus que faire un nul contre, et donc bloquer des points à l'adversaire, ce qui peut déjà être très bien, hein. Si Dale il fait un nul sur tout de def, ben, c'est entre guillemets mauvais pour le roster adverse. Et c'était aussi de pouvoir aussi prendre des points en tirant sur justement ces scénarios à distance. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris plutôt le Lorien que le gouffre?
c'est qu'on s'est dit, ça c'était bien vu je pense, de ceux qui avaient sorti cette liste au départ, c'est que tout était en pyjama, donc ça veut dire que tout est en cap elfique. Donc en fonction de la table, il y a moyen de juste tout cacher et que l'adversaire sache juste rien faire, et toi tu peux tirer, lui il fait rien. Donc sur un Dale, s'il y a un peu de barrière, Dale en fait il peut pas tirer parce qu'il voit pas. Que le Defender du gouffre ne sait pas le faire, même si ça tire de plus loin et peut-être un peu plus fort. Et alors aussi que même si c'est très fragile, il y a tout est de l'elfe, tout à combat 5, tout à lame elfique, tout à arme à deux mains. Et donc en fait, ça tire très fort partout, mais ça tape aussi très fort partout. Il y a pas la liste ne s'affaiblit pas avec les pertes. Le problème du défenseur du gouffre, c'est que dès que les elfes commencent à mourir, soit en duel de tir, soit au combat, parce que en fait, maintenant les archers peuvent plus avoir arc et lance. Hein. Donc on peut plus dire je mets mes elfes en deuxième rang et je me combats avec mes elfes en soutien qui tirent en même temps. On est obligé de les mettre s'ils veulent combattre au premier rang. Et dans ce cas-là, ça veut dire que dès qu'il meurt, dès qu'il perd un combat, si celui qui meurt c'est l'elfe, et derrière, il n'y a plus que du Rohan. Et le Rohan, là, par contre, c'est beaucoup moins fort. C'est C3, c'est D5, etc. Et on s'est dit, là, les elfes, ouais, c'est D3, mais d'un autre côté, c'est le cas partout, quoi. Donc, c'est C5 partout, c'est la Malfique partout. Donc, il y a une certaine facilité de jeu aussi, peut-être. Il faut beaucoup moins réfléchir. Il faut se mettre, se cacher, tirer. Et si on tire plus que l'adversaire, en fait, on gagne au tir. Et au combat, si le mec réfléchit pas bien, et qu'on a du surnombre, on a quand même 50 figurines. Donc voilà, c'était très fort et ça a assez bien répondu, je pense, ici sur le terrain à ce que ça voulait faire. Quoi. Le but était clairement d'aller pouvoir ennuyer les listes les hordes du mal qui pullulaient, donc justement les Ugluk et White End par exemple. Et on savait que la faiblesse c'était les gros héros, tout ce qui a les listes avec des grosses figurines qui allaient au-dessus du combat à 6, tels que les Men of the West, Balrog, etc. Où là ça devenait par contre, là il n'y a pas d'option pour les gérer. Ce que Defender peut faire parce que là on a des héros qui ont d'autres capacités. Yes, merci pour l'analyse en tout cas. On va parler maintenant un peu de la liste de ceux qui sont pas là. Donc on salue le voyageur, Arnarion et Touroum. On va commencer par la liste du voyageur. Donc les scouts d'Ugluk, 58 figurines, 18 tirs. Une liste somme toute très solide qui se joue avec 24 guerriers orc lance, avec 2 capitaines de l'Isangar orc et 2 capitaines Urukai et Ugluk, 2 bannières et un drum. Alexis, tu peux nous parler peut-être un peu de la liste et comment ça s'est passé pour John en fait sur son tournoi. C'est une liste assez classique, somme toute, hein. Avec un maximum de Rukai archer, je crois 19, 58 figues. Le seul perso nommé, c'est Ugluk. Et avec ça, il y a 2 bannières et un tambour. Il y avait d'autres variations sur le tournoi, mais ça tournait toujours autour du max de tir pour vraiment aller arracher beaucoup de figurines à l'adversaire avant qu'il approche. Au niveau des performances, je me souviens plus trop exactement des performances. Donc peut-être quelqu'un d'autre sera à répondre. John il a fait un tournoi très honnête. Il fait 3 victoires et 3 défaites. Des match-ups plus faciles que d'autres, forcément. Ça dépendait un peu aussi des qualités de l'adversaire. Il a perdu contre un White End où justement on l'avait envoyé avec le but de se faire un Polonais, hein, avec le but de gagner, parce que avec le nombre de figues et la qualité de la figurine des Urukai, le but c'est de pouvoir aller gagner sur White End aussi. Et là, celle-là, il l'a perdu sur le dernier round. Après, je sais plus contre quoi il gagne. Il perd sur un Minas Morgul, ça je sais. Il gagne pas contre les halls de Thranduil. Si, il a gagné contre En fait, il a bien tenu ses scénarios. Donc ça veut dire qu'on savait que c'était fort sur domination. Pas sur domination parce qu'il a perdu justement. Mais c'était fort sur all ground, hein, grâce au dominant 2 aussi. La liste, Alexis a dit, la liste est tellement polyvalente, elle sait tout jouer parce que ça tape très fort, ça tire fort, ça va vite. Il y a le dominant 2 pour les scénarios d'objectifs. Et donc, il a gagné son all ground hein, contre l'équipe du Danemark, celle-là. Contre White End d'ailleurs. Contre un White End. Et là, la différence, c'est clairement, lui est arrivé au centre avant et il avait le dominant 2. Et White End, c'est pas vraiment difficilement l'empêcher. Et donc, voilà, c'était plutôt, pas dire facile, mais c'était clairement comme ça qu'on l'avait vu et il l'a juste appliqué très bien. Il a gagné, effectivement, comme tu disais, Louis, contre Hall de Thranduil sur Reconnoître. Là, on a dit ça va très vite, il y a beaucoup de figurines. Donc, le but, c'était éviter et sortir juste plus de figues. Hein.
Et puis, ils pouvaient mourir aussi. L'avantage de la liste, c'est de pouvoir aussi jouer le 25%. Donc, aller, prendre les points de scénario, et puis en fait, forcer un peu la partie à s'arrêter en se mettant à 25% et en ratant beaucoup de tests de courage, etc. Et il a pu très bien jouer contre les Halls de Trondville français, contre Amandil, qu'on salue, sur Reconnaître. Et alors, la troisième victoire, je ne saurais plus dire ce que c'était, ce qu'il a fait. Mais c'était, il a assez bien rempli son rôle. Après, voilà, il y a eu aussi des faits de qualité de joueur et de dés, certainement, sur des scénarios restants. Yes, on va parler maintenant de la liste de Touroum, donc notre White Hand. Liste aussi classique hein, qui se jouait avec Wickrébin, je pense, Grima, Ouais. du Dunland, Saruman, voilà, et de l'Uruk, quoi. 46 figurines, 14 tirs. Comment ça s'est passé son tournoi? Je pense que d'ailleurs c'était marrant parce qu'ils avaient fait le même score à deux avec Arnarion. Ils sont tous les deux du club de Tours et il y a une ronde, je pense, où ils font tous les deux une victoire 17-2, quelque chose comme ça. Et j'avais trouvé ça super rigolo. Une petite doublette des deux tours. Mais concrètement, lui, son tournoi, comment ça s'est passé et comment sa liste, est-ce qu'elle a perf comme vous l'attendiez, en sachant que c'est probablement la meilleure liste de la méta, hein, la White Hand. Ouais, c'est une liste ultra polyvalente. Je vais donner que la première partie de la réponse, comme ça je vous laisse réagir derrière. Hein. C'est une liste ultra polyvalente. Hein. Saruman qui a ses sorts qui sont juste pétés. L'éclair où personne ne sait rien faire. Même si l'éclair ne fait pas beaucoup de dégâts, là, ça conditionne tellement le positionnement adverse sur les premiers tours. Grima qui est ingérable à partir du moment où on n'a pas de magie. Et donc qui amène des points gratuits sur plein de scénarios. Que ce soit en Fog of War pour être protégé, que ce soit en Destroy the Supply parce qu'il prend un supply gratuitement, en Reconnaître parce qu'il sort tout seul et on ne sait pas l'empêcher. Donc ce sont des points très bien investis dans des figurines qui amènent vraiment énormément. Et alors, dans la liste, il y avait deux choix, deux possibilités qu'on a retrouvé un peu, enfin deux grandes possibilités qu'on a retrouvées dans cette Nations Cup. C'était la version justement qui privilégiait beaucoup de crébins. Et alors, peut-être un peu moins de figurines, mais alors plutôt des urukai en tireur, donc du tir force 3, des figurines force 4, combat 4. Ou alors, et ça c'était la version qui était jouée ici par Touroum et par les Français, hein, Fléau. D'ailleurs, Fléau le Preux, c'est fini le premier White Hand, je pense, dans le classement des scores solo pour le mal. Et alors, une autre version qui a plutôt été jouée dans les rosters, justement, polonais, anglais, italiens, etc., où là, on privilégiait, on enlevait les urukai, on mettait moins de crébins. Alors, on privilégiait d'augmenter le nombre en amenant des guerriers du pays de Dain, qui sont moins chers en points, et eux qui sont moins forts aussi, ils sont défense 3, combat 3 seulement, mais qui ont des arcs qui tirent à 24 pouces, des arcs force 2, et surtout, ils coûtent moins cher, on en met plus. Quoi. Et on a eu cette réflexion, on s'est posé la question de dire, tiens, laquelle on va jouer. Et en fait, le choix s'est surtout porté sur le fait que Guillaume s'entraînait déjà avec celle-là depuis tout un moment, donc c'est celle qui maîtrisait. Et on se dit, est-ce que ça c'est peut-être pas pertinent de changer forcément à la fin mais les deux choix étaient très, très valables. Pour les performances, je laisse justement Alexis ou Louis réagir sur ce qu'il a fait. Je crois qu'il fait. Je me souviens, il perd le miroir contre Léo Lepreux, justement. Mais ça joue, Ouais. je crois, à la blessure du général. Donc très très serré. Il perd le match-up domination contre Dale. En se faisant arracher au tir. Ah Et oui, puis ouais, à juste. côté de ça, win contre Scout, win contre Balrog. Il perd le Malestrom. Il arrive très très mal en premier en Malestrom contre un Glorfindel et Irnur. Et je crois que la partie s'arrête pas. Et donc il perd celle-là. Et la dernière, je crois que c'est une win. Donc je crois que c'est 3 victoires, 3 défaites. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on peut souligner, tu viens d'en parler, il a joué contre Dale sur domination. Et là, typiquement, c'est un bon exemple d'effet de partie aussi. Et par exemple, là, c'est un peu une erreur d'appariement de notre part. Globalement, on est très content de nos appariements, de ce qu'on a fait, mais on a peut-être fait un peu deux erreurs. C'est qu'on avait théorisé justement le match-up Dale contre White Hands, et Guillaume savait assez bien ce qu'il devait faire. Et justement, sur domination, il y avait une technique d'aller prendre les objectifs et puis de gagner la partie aux objectifs, même en mourant. Sauf qu'en fait, contre les Polonais avaient pas mis de win lance à Girion.
Et donc, bah, forcément, le plan était de il va être obligé de se déployer avec son table, il va vouloir tirer. Et dans ce cas-là, toi, tu peux prendre la map, mourir et gagner, et aller le bloquer avec tes crébins, etc. Et en fait, ce qui se passe, on oublie, à cause un peu aussi de notre matrice qui était plus réduite et on avait théorisé sur les matchs différents, on se dit, ok, c'est sur Dale, il peut y aller. Et en sachant que c'est pas gagné pour autant, hein, mais que ça se joue vraiment, qu'il peut jouer le match-up et qu'on a un plan contre. Et en fait, on tombe sur un Dale où justement la balise n'était pas avec Guirion. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Polonais était un joueur très qualitatif. Hein, c'était l'équipe de Pologne 2, mais Pologne, ils ont vraiment un gros vivier de joueurs très bons. Hein. Et en fait, il a justement pas du tout joué le tir, il a déployé toute sa ligne au milieu. Et il est dans sa zone de déploiement, il a plus d'un coup blessé. Et il n'y a que les Winlands en arrière qui tirent en latéral. Et au combat, Guillaume s'est fait fort arracher. Et ça, on ne l'avait pas trop prévu au moment de l'appariement. C'est assez rapide. Et donc, ça a joué fortement en sa défaveur pour ce match-là. Yes. C'est quand même intéressant de voir un peu les twists qui peuvent se passer. On peut s'imaginer, mais quand on voit sur MSB Army Tracker, mince, il a perdu contre Dale sur domination, comment c'est possible? Mais en fait, ouais, t'as des déploiements, des faits de jeu comme ça que tu sais pas voir en fait. Hein. Tu peux juste essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais quand t'es pas autour de la table, c'est quand même compliqué parfois de voir. C'est un jeu où c'est pas du Warhammer 40 000, quoi. Hein. C'est pas. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer pendant une partie de MSBG. Et pour terminer, on va parler de l'armée d'Arnarion, Men of the West, donc avec Aragorn et Homer et Legolas. Je sais pas qui veut parler un peu de la liste et des performances d'Arnarion sur le tournoi. Allez-y, si quelqu'un veut se lancer. Sinon, je peux peut-être réagir si vous voulez. Ouais, donc en fait, c'est le joueur qui a eu le moins de temps de s'entraîner, de par différents événements de la vie réelle. Et donc, il était très motivé, il a quand même il s'est entraîné sur le temps qu'il avait. Et on voulait lui donner pas une liste trop. On voulait une liste qui soit quand même fun à jouer. Pas une liste un peu ça gagne ou ça perd en fonction des match-ups. Et donc on s'est tourné vers Men of West un peu en mode couteau suisse. 2 persos montés pour de la rapidité, Legolas pour gérer quelque chose. Et donc il a pu quand même faire des bons matchs qui ont souvent été assez serrés. Malheureusement, je pense que effectivement, parfois on a dû le mettre dans des match-up parfois un peu plus défavorables, et parfois ça s'est joué à pas grand-chose potentiellement avec le manque d'entraînement. Mais bon, après on a affronté des équipes solides, et donc c'est normal que ça se joue chaque fois à pas grand-chose, quoi. Ouais, après il a quand même été chercher un petit 17-0 sur l'équipe anglaise 2, mais c'était voilà, ça reste un tournoi qui est difficile avec des listes difficiles. Et Men of the West, c'est vrai que c'est une bonne liste, mais est-ce que c'est pas un peu une liste comme on parlait des aigles, une liste qui fonctionne, je trouve, assez bien en solo. Mais voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé dans un roster. Parce qu'on sait que la liste, elle est forte. Mais quand ça se place comme ça dans un roster top, enfin avec vraiment que du top méta à appareiller, comment vous aviez... Est-ce que c'était pas difficile justement d'appareiller Men of the West? Je pense pas, en vrai. On a eu, en fait, on l'avait vraiment choisi aussi parce qu'elle avait. C'est un peu comme le Balrog. Pour nous, c'était le pendant du Balrog. D'ailleurs, on voulait pas qu'elles s'affrontent mutuellement parce que ça donnait des trucs très bizarres. Mais en fait, c'est une liste qui part avec un déficit de points potentiellement et un déficit de qualité, puisqu'il y a moins de figurines sur la table. Donc, on a moins d'objectifs de départ, on a moins de bannières, etc. Mais c'est une liste qui en temps long, va chercher les points. Vraiment comme le Balrog. Et donc, le fait d'avoir cette liste-là dans notre roster, c'était une liste où on l'a souvent appareillée parce qu'il y avait moyen de. Maintenant, il fallait aller le chercher. Et c'est ce qui s'est passé pour Arnarion, qui a fait, je trouve, un assez bon tournoi, aussi, comme l'a dit Alexis, avec un entraînement qui était sans doute un peu moins long que ce que nous, on a chacun pu essayer de faire.
Mais justement, c'est une liste qui avait des potentialités. C'est une liste qui pouvait jouer beaucoup de match-up, en fait. Qui part avec, oui, de base, si on prend le score au début de la partie, elle est perdante. Mais vu qu'il y a 2h30 et que Aragorn, il y a peu de listes en face qui l'arrêtent, eh bien en fait, au bout de 2h30, peut-être elle gagne. Et ça se jouait toujours comme ça. Et donc il y a plein de fois où on se disait, justement, elle était très bien dans l'appariement parce que on avait une liste en face, je prends l'exemple, il y avait White End en face, sur un scénario qui est bon pour White End. Mais en fait, White End gagne contre à peu près tout. Sauf si on lui impose quelque chose qui, en pressant la liste, va aller récupérer les points sur la longueur. Et ouais, Men of the West avait cette possibilité-là, quoi. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on l'a utilisé. Et ça a marché, malheureusement sur le score qu'une seule fois, mais à nos yeux, ça aurait même pu marcher plus que ça, quoi. Faut souligner pour sa performance qu'il a joué sur All Ground, qui était un bon scénario pour lui, où en fait, parce qu'il a dominé en 2 au milieu, où en fait la partie se termine jamais. Il joue contre un defender et ils ont lancé 10 fois le dé pour que la partie s'arrête. Et pendant 9 fois, il était gagnant. Et elle s'est arrêtée au 10e fois où il ne gagnait plus parce que le gars a su revenir, quoi. Donc, malheureusement pour lui, il ne la gagne pas, alors qu'à nos yeux, il avait joué parfaitement et c'était une belle victoire pour lui. Et il joue contre un deuxième Erebor Reclaim aussi, où là, il avait un bon plan de jeu. Et pareil, ça ne s'est pas aussi bien passé que le 17-0, mais c'était aussi un match qui se prenait, quoi. Donc, c'était une liste qui avait justement en appariement toute sa place pour pouvoir aller débloquer des situations fermées par d'autres listes qui ne s'offrent rien. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant comme analyse pour White End, pour Men of the West. Après, comme vous le disiez, c'est clair qu'il y a il y a la vie privée. Hein, on fait pas que des figurines dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'est sûr que à ce genre de tournoi, si tu t'entraînes un peu moins ou tu as moins de vision sur la V7, hein, il y avait quand même un changement de version aussi. Ça peut être quand même compliqué. Après, je trouve que franchement, ils s'en est quand même bien tirés parce qu'il a, vous disiez, il s'est pas entraîné autant que vous. Ben moi, j'ai l'impression il a pas pu, en tout cas, faire un entraînement comme il aurait voulu. Mais d'un autre côté, il s'est qualifié l'année passée. Il a gagné sa place. Et donc, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais au début de la vidéo, Jérémy, voilà, quand vous vous qualifiez pour l'année prochaine, enfin l'année d'après, bah, c'est bon, il n'y a rien à prouver après, il n'y a pas d'entraînement obligatoire ou ce genre de choses. C'est l'équipe qui avait voulu aller dans une optique un peu plus compétitive, mais c'est juste pour dire que voilà, comme pour Arnarion, si votre vie privée vous permet pas de tryhard un entraînement à l'avance, bah, c'est pas du tout bloquant et on invite même les gens, s'ils se qualifient, à y aller pour l'expérience que c'est. Et d'ailleurs, c'est ça un peu de ça que j'ai envie de parler maintenant. C'est concrètement, c'était comment l'ambiance du tournoi en fait sur place, la dynamique avec les autres équipes, les autres joueurs. On a déjà parlé un peu de l'ambiance des tournois, mais comment ça s'est passé vous de votre côté à Varsovie? Et je passe la parole à Alors, Louis. pour ma part, c'était clairement un excellent tournoi niveau ambiance. Je pense que ce qui jouait pour moi aussi, c'est que c'était la 4e année que je faisais des tournois internationaux ici, de ce genre-là, donc WTC ou Nations Cup. Et que à force de faire les tournois, on finit par recroiser les mêmes gens et que ça finisse par devenir des potes. Donc le fait d'y aller et d'être dans une ambiance où même si on est avec une team compétitive, se dire que les gens sont là pour passer un bon moment, tous. Et que donc, t'es entre les games, avant, après, tu vas quand même voir dans les autres équipes comment ça se passe. Et les gens viennent voir comment on passait tes parties. Ça reste une très bonne ambiance, très détendue, moi je trouvais. Après, je sais pas pour les autres, mais moi j'ai passé un excellent tournoi, même si les performances n'étaient qu'à 50% là, dans mon cas, vu que j'ai fait 3 victoires, 3 défaites au final. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, mais je sais pas vous les gars. Oui, hein, l'ambiance était super, même au-delà des rencontres, je pense qu'on avait une équipe belge vraiment calée sur le même niveau de compétitivité, d'amusement, de, de, de tempo. On s'est vraiment bien marré, que ce soit entre les rondes, pendant les rondes, en débriefant le soir, dans l'avion, etc. C'est vraiment une expérience assez différente de l'expérience de tournoi MSBG classique, hein. Voilà. Là, j'ai rien vraiment de spécial, de différent à ajouter, hein. Très très chouette équipe, très bon esprit.
on en avait parlé avant entre nous pour justement être au clair sur ce qu'on voulait chacun. On va pas avoir enfin, c'est pas qu'on peut pas avoir des différences, mais quand on le sait à l'avance, on évite les frustrations. Et en fait, on était tous sur vraiment cette longueur d'onde-là de faire de la même chose. Et on s'est vraiment bien amusé. Et alors, il y a cet esprit international qu'on trouve dans les événements comme ça, qui était en plus plutôt bien sublimé par une orga quand même de qualité, hein, avec vraiment un beau rules pack, l'utilisation de MESBG Army Tracker qui a vraiment facilité pas mal les appariements, les rondes, le classement, etc. Des très belles tables, beau décor, une belle salle. Donc, t'as un bel event et avec une très belle ambiance. On a fermé le bar quand même le premier soir. On est belge, on se respecte, ça il faut le souligner. C'est à ça qu'on nous reconnaît. Par rapport à votre place, donc la Belgique, félicitations les mecs, mais on finit 10e sur 22. Allez, c'est bien, on est première partie de tableau. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne place, hein, pour une compétition, allez, avec autant de qualité dans les différentes équipes qui étaient présentes. Donc je trouve vraiment que c'est. Je sais pas c'était quoi, vous, justement, vos attentes concrètement pour le tournoi. Alexis, c'était quoi ce que vous visiez comme. Allez, vous aviez probablement une idée d'une place à essayer d'atteindre comme objectif. On visait plus ou moins ça, avec possibilité d'aller plus haut, et au final, c'est comme ça que ça s'est fait, parce que on a eu des bons matchs contre les équipes avec un niveau en dessous de nous, et on a eu des performances respectables contre des grosses équipes. Et donc, il nous manquait juste un peu de vent dans notre voile pour monter dans le top 6-7, quoi. Après, effectivement, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça reste hyper dépendant des différents match-up du jour 1 et du jour 2. Si on tombe contre une équipe plus forte qui est descendue, c'est plus difficile. Si c'est une équipe plus faible qu'on affronte, on monte plus haut, quoi. Mais franchement, c'est hyper content de notre performance, parce que c'est quand même, je pense, une des meilleures performances belges en équipe à l'international. Ouais, Louis, ton avis? Ouais, clairement. Hein. Ah, ou Jérémy. Jérém, vas-y, je Vas-y, t'en prie. vas-y. Ah je te laisse réagir après. Alors, ouais, clairement, comme a dit Alexis, on n'avait pas dit à l'avance entre nous qu'on voulait comme place. On ne s'était pas dit, on voudrait dans le top 1 tel ou quoi. On savait on pensait, en tout cas, on s'auto-évaluait en se disant que les très grosses équipes, donc on entend en fait celles qui sont dans le top 5, un peu, qu'on a l'habitude de voir dans les gros classements. Hein. On savait que ceux-là, on allait avoir du mal, et on espérait aller être respectable face à elles et aller chercher. On se disait, on peut aller chercher des draws, on peut aller, pourquoi pas, chercher une win, mais on savait que de base, on partait avec un plutôt défavorable. Et par contre, on s'auto-évaluait plutôt positivement sur justement des équipes qui sont plutôt de la partie du tiers inférieur. Et donc, on savait qu'on se situait dans le milieu. Alors, est-ce qu'on allait aller faire 2 wins de ronde, 3 wins de ronde, 4 wins de ronde? C'était dur à dire. Et clairement, on s'était dit au final, à peu près, on a fait du ping-pong en fait, un peu, entre le fait d'affronter l'Italie en première ronde, qui finit deuxième, très grosse équipe depuis plusieurs années. On joue après une équipe plus faible, puis on rejoue une équipe, vu qu'on gagne, on rejoue une équipe assez forte, et ainsi de suite. Et donc on a vraiment eu comme ça une alternance un peu entre jouer des équipes à notre portée, voire un peu en dessous, et jouer des équipes plutôt un peu au-dessus, qu'on aurait peut-être pu aller chercher si, comme Alexis, on avait eu un peu plus de vent en notre faveur. Donc c'est vraiment un peu la place qu'on méritait. Je pense qu'on méritait peut-être même d'aller chercher, enfin d'être sur un classement de qualité des équipes, d'avoir la place 7, 8, 9, peut-être, plus que 10 même, en fonction du parcours qu'on a eu. Devant nous, on a les Hollandais et l'Autriche, je pense, qui étaient des équipes qui étaient probablement à notre portée, et en fonction du parcours et de qui on affronte, voilà. Mais ça aurait pu aussi être bien pire, enfin pire, ça aurait pu être plus difficile. Et donc on a tenu ce qu'on était capable de faire, et ça c'est beau, et c'est une belle perte. Louis? Oui, je pense pas qu'on a eu un quelconque. Enfin, je pense pas qu'on a eu énormément de chance en ce qui concerne les appariements. Tu vois, c'était équilibré, quoi. On n'a pas été très chanceux, on n'a pas été très malchanceux.
nos matchs non plus, il n'y a pas eu des faits de match incroyablement chanceux pour nous. Donc c'est sûr que là, la place qu'on a, on la mérite. Et potentiellement, on peut potentiellement aller taper dans des équipes un peu plus haut, quoi. Pour ma part, comme le disait Jérém, oui, on a une place, je pense, qui est tout à fait respectable, surtout avec notre équipe. Et comme il le disait également, on aurait peut-être pu, sur le mérite des équipes qu'on affronte aussi, peut-être se dire qu'on aurait pu aller chercher 7, 8, 9e place. Comme il le disait, les équipes Autriche, Pays-Bas sont des équipes qui sont de notre niveau, voire peut-être même un peu en dessous, mais qui se sont affrontées, donc se sont annulées au premier tour, et puis ont pu sous-mariner là où on a commencé par une grosse équipe. Et je pense qu'au final, on prend quand même 3 équipes très solides, enfin, qui sont en théorie étaient très solides. On a pris la Pologne 2, l'Italie, et je crois que la France, on estimait quand même qu'ils étaient d'un niveau à nous faire suer. Et d'ailleurs, on a eu du mal, je pense, dans ces trois rondes-là. On s'est bien battu et je pense qu'on peut pas être mécontent de notre performance. Top. Et justement, l'Angleterre qui termine première, un commentaire sur la performance de l'équipe anglaise, il me semble que c'est un peu la même équipe que l'année passée, je pense, hein, qui avait terminé 4e, je crois, de mémoire. J'ai peut-être des bêtises. Si vous les avez vus ou... Ouais, oui, ben c'est les top players anglais. Il y a vraiment un corps de joueurs qui jouent énormément, qui font beaucoup de tournois en Angleterre, qui gagnent le GBHL. Et puis, on a quelques-uns qui sont un peu en dessous, mais quand même super solides, hein. Un peu du niveau des top joueurs qu'on a ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient des listes très solides et ils ont pu tenir tête aux grosses équipes adverses. Après, évidemment, dans ce genre de tournoi, ça se joue à pas grand-chose. Je pense que dans les grosses équipes, il y avait clairement aussi les Italiens et les Polonais qui pouvaient aller chercher. Je pense qu'au niveau des grosses équipes, c'était assez serré en tête de liste. Yes. Ouais, ça s'est joué parfois certainement à des faits de jeu, hein. On a vu quand on regarde sur Math, mais de nouveau, on n'a pas vu les parties. Quand on regarde sur Math, on voit que sur les rondes, type, il y a eu une ronde, la dernière, je pense même, ils s'affrontent, là, Angleterre-Pologne, où justement le Balrog gagne contre un Dale, alors que en fait, peut-être que sur base, on se dit en fait, Dale, c'est bien pour lui. Et donc, voilà, il y a une qualité de jeu qui est indéniable, hein. C'est à peu près la même équipe que ce qu'ils avaient aligné l'année passée en All-Star à l'Ardacon, qui avait survolé complètement l'Ardacon, où il y avait certes moins de présence étrangère, hein, mais quand même. Donc c'est des très bons joueurs qui affrontaient d'autres à ce niveau-là, très bons joueurs. Et après, il y a une petite partie de liste probablement, petite partie de réussite, et solidité surtout dans les résultats, hein. Yes, c'est marrant ce que tu dis parce que justement ça correspond à ce que j'expliquais tout à l'heure avec le fait d'être en auto-lose. Un Balrog contre Dale, on peut estimer que tu es en auto-lose et pourtant tu vas quand même chercher la win, quoi. Donc le auto-lose c'est une manière de parler, mais on n'est pas sur du 100% évidemment de win rate. Et pour clôturer par rapport au classement, un petit mot sur la 12e place de l'équipe de France. Alors c'est une place au milieu de classement, hein, 12e sur 22, qui est totalement honorable. Je sais que pour les Français, c'est pas bien classé du tout. Louis, tu as un commentaire sur le classement de nos amis français qui ont l'année passée fini 2e. C'était une équipe différente à l'année passée. Je pense que faut se dire aussi que d'une année à l'autre, les équipes changent énormément avec la qualif française. Et que donc peut-être qu'il y a eu un peu moins l'alignement des planètes et que l'équipe était peut-être pas aussi soudée que celle de l'année passée. Après, il y a peut-être aussi le facteur chance, je n'en sais rien, mais comme tu le disais, 12e place, ça reste très honorable et ils nous ont d'ailleurs mis une rouste. La partie qu'on les affronte, on perd la ronde, hein, au final contre eux, donc comme quoi c'est pas parce qu'on a perdu la ronde, enfin on perd une ronde que pour autant on perd le tournoi, mais pour moi c'était une équipe qui se respectait tout à fait. Bah, individuellement, c'est des bons joueurs, déjà. Enfin, quand tu vois les joueurs qu'ils ont, bon, après, on peut toujours discuter des joueurs, hein, par rapport à d'autres joueurs qu'il y a en France. Ça reste une bonne équipe, tu vois.
Donc, je veux dire, on va pas cracher non plus sur l'équipe qui était Ah présente, non, hein, qui n'a complètement, hein. pas du tout démérité, hein. Mais c'est vrai que, Ah, complètement. voilà, une 12e place, je pense que ça, c'était pas du tout par rapport à leurs attentes. Nous, Jérémy, un petit commentaire par rapport à... Bah, j'allais dire complètement, hein, il faut pas oublier cette équipe. Donc, ils ont des qualifications, ils se sont qualifiés. C'est l'équipe qui a gagné l'année passée la qualification pour y aller. Donc, c'était tout à fait mérité pour eux d'être là. Et félicitations à eux pour ça, d'être arrivés jusque-là. Alors, c'est clair que dans leur qualif, ils ont un petit peu changé le système. Ça évolue d'année en année. Et il y a certainement du pour et du contre à chaque. Et ils le savent encore mieux que nous, hein, parce qu'à chaque fois, ils débattent un peu de tiens, comment est-ce qu'on va faire pour choisir l'équipe qui va y aller. Euh, et ils ont fait quand même de très bonnes pertes. En fait, nous, de l'extérieur, on s'attendait probablement à mieux parce qu'on les connaît, on les voit survoler ou être très performants ces dernières années sur les gros événements. Ils ont gagné le WTC 2 ans d'affilée, c'est impressionnant. Ils ont fini deuxième à l'Ardacon il y a 3 ans. L'année passée, quatrième. Ils ont fait Ici, l'année deuxième à la passée à la Nation Nations Cup, hein. Cup, deuxième. Donc exactement, ils étaient sur tous des gros classements. Et donc là, c'est peut-être, on s'attendait à les retrouver peut-être à la même place. Et donc, c'est ça qui donne sans doute un sentiment de tiens, c'est curieux, et sans doute chez eux aussi, et c'est compréhensible, un sentiment un peu de déception, dire tiens, on aurait peut-être pu être mieux classé. L'expliquer, bah, c'est difficile parce qu'on n'a pas vu leur match, on n'a pas vécu leur match, on n'a pas vécu leur équipe. Il y a peut-être un élément de réponse potentiel, c'est voilà, il y a un des très très bons joueurs français, Amandil, qui avait peut-être une liste un peu en dessous par rapport au système d'appariement, puisqu'on voit que dans les résultats, malheureusement, avec sa liste Randuil, il perd 6 fois. Et la liste est peut-être forte dans certains cas, mais on pense que dans ce système d'appariement vis-à-vis des scénars, elle n'a pas répondu aux attentes. Et si vous avez une liste qui gagne jamais, parce que les joueurs en face arrivent à contourner les forces de la liste, et soit à tirer dessus en l'évitant, soit à juste prendre les points du scénario et à ne pas l'affronter là où elle est forte, mais forcément vous partez avec un handicap. Donc ça a sans doute peut-être, ça peut expliquer déjà une partie peut-être aussi euh, du classement. Mais non, ils ont clairement fait de leur mieux et je pense qu'ils étaient tout à fait au niveau. Et voilà, on est à peu près au même niveau dans le classement qu'eux, donc c'était très bien. Yes, bah justement, tu parlais d'Amandil. C'est vrai qu'il nous faisait vivre un peu ses péripéties sur le Discord français, justement. Et bah, il le prenait avec humour, hein, mais c'est clair que quand tu te tapes un week-end comme ça, c'est c'est parfois difficile, hein. Enfin, je sais pas, mais Ah ouais, ouais. ça doit quand même être compliqué. Il faut avoir un mental super solide pour pouvoir encaisser ça pour ton équipe et te dire ok, c'est bon, sacrifiez-moi, je vais y aller. Mais et toi, Alexis, si t'as un commentaire par rapport à ça, tu les connais, hein, toi, pour certains en tout cas. Ouais, bah, j'allais souvent les voir entre les matchs et tout ça. Tous des joueurs super sympas, vraiment. Super bonne ambiance entre nos deux équipes. On a souvent bu des verres en fin de soirée ou déjeuné ensemble. Donc pour ça, ils sont au top, hein. Alors, je pense que pour moi, ça joue sur le système d'appariement qui était un peu à l'antithèse du liste sacrifiée et puis liste gagnante. C'était assez difficile de volontairement caler une liste sur une autre si l'équipe en face ne voulait pas que ça arrive. Et donc, par exemple, nous, on a eu un Dale Balrog, mais c'est l'équipe adverse qui a choisi de mettre le Balrog contre Dale. Voilà, par exemple, moi, je suis jamais tombé contre Dale, et on n'a pas dû faire vraiment des grands écarts pour que ça arrive. Et donc, ça nuit à des listes sacrifices potentiellement qu'il y avait dans le roster de France, quoi. Après, oui, ils sont clairement à notre niveau, hein. Le match qu'on a joué était super, c'était super serré, ils ont emporté avec la victoire. Donc voilà, hein. Yes, merci pour les commentaires. Maintenant, si on parle un petit peu du format, justement, format par équipe, hein, donc comme on le disait, c'est du 6 contre 6, donc justement, tu disais, voilà, ils ont fait 4 victoires pour remporter une ronde, donc c'est très particulier comme tournoi, parce qu'en fait, vous avez des points individuels pour savoir si vous avez fait une victoire majeure, etc.
Mais en soi, pour gagner une ronde contre un pays adverse, vous devez avoir comment dire, 4 victoires sur 6. Ou si vous faites 3 victoires, il faut un différentiel de points par rapport à votre adversaire. Autrement, c'est une égalité ou une défaite. Et ce qui était intéressant à noter, c'est que si jamais vous faites une victoire face à un pays, l'équipe gagne des points de tournoi. Si vous faites un draw, vous en gagnez aussi. Et si vous perdez, vous ne gagnez aucun point de tournoi. Mais donc, je sais plus c'était combien, c'était 3-2-0 ou c'était une victoire face à un pays 1-0. 2-1-0. Donc si vous gagnez contre un pays, c'est 2 points. 1 point en cas de match nul et 0 si vous perdiez. Et parfois c'est un peu frustrant parce que vous vous dites ok on a fait des wins, par exemple 3 wins sur 6, mais on perd quand même la ronde et donc du coup on a 0 point de tournoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un effort à faire en termes d'équipe, chaque joueur doit faire vraiment l'effort pour les autres parce que chaque point compte, alors qu'un tournoi individuel, bon bah c'est un peu, voilà, vous faites votre truc dans votre coin, si vous voulez faire un all-in pour faire une victoire majeure, bah vous faites un all-in qui vous prend une défaite derrière, c'est votre problème quoi. Mais du coup, c'est quoi vos impressions en comparaison par rapport à un tournoi individuel? Comment vous le vivez par exemple, Jérémy? Ah, c'est un peu. Il y a une expérience d'équipe, clairement, hein. Là, on sait qu'on joue plus individuellement. Et par exemple, on parlait du fait de faire plusieurs défaites et que ça peut être difficile sur un week-end. Mais c'est difficile si derrière l'équipe perd. Parce que si derrière l'équipe gagne, en fait, si on arrive à se mettre dans l'esprit de ce qui compte, c'est la victoire totale de l'équipe et pas ma victoire individuelle, mais forcément, dans ce cas-là, on regarde à ça et on regarde plus à soi individuellement, quoi. Nous, on avait un peu analysé justement le système de scoring et on s'est rendu compte qu'il fallait, par exemple, essayer vraiment d'empêcher les victoires majeures adverses. Parce que si on était à 3-3, ce qui pouvait vite arriver, hein, on a 3 victoires, 3 défaites, mais ça allait se jouer à qui gagnait en majeur et qui perdait en majeur ou mineur, quoi. Et donc, il y a ce facteur, effectivement, de jouer pour l'équipe. Et alors, entre les rondes, de se parler un peu en disant, tiens, toi, comment ça se passe? Toi, comment ça se passe? Parce que ça, on avait le droit de le faire en anglais. On pouvait pas se donner des conseils, hein, sur les parties, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais on pouvait se demander comment ça allait au niveau des points pour essayer de se dire, OK, ben, là, comment est-ce qu'on est c'est en train de se passer la ronde? Et est-ce que, ben, si justement j'ai cette option du all-in, comme tu en parles, est-ce que je dois y aller parce qu'on est en train de perdre et il faut tenter la victoire majeure? Ou est-ce que, ben non, on est en train de gagner, autant assurer les points, une victoire mineure, ça suffit, et je prends pas de risque, quoi. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant au niveau justement de la cohésion. Et puis en plus, on se soutient tous ensemble. En solo, on est, ben voilà, si on gagne, on est content tout seul. Si on perd, on est déçu tout seul aussi, souvent. Là, on est tous ensemble, et donc on peut être content pour ses camarades, déçu pour eux, et on regarde ensemble, et après on boit un verre ensemble, et puis on fait pareil avec les autres équipes. Et donc il y a un esprit de cohésion qui est même encore plus fort, je pense, que dans un tournoi seul. Oui, clairement, ça responsabilise, hein. Le résultat de tes propres parties se répertorie sur l'équipe et donc il faut clairement rien lâcher, tout donner. Et donc c'est important de garder la tête froide toute la game parce qu'il y a une grosse différence entre une défaite mineure ou une égale et une défaite majeure, hein. Par exemple, moi je gagne une fois une égalité et c'est une très bonne égalité alors que moi je suis plutôt habitué dans mon optique solo, c'est je gagne ou rien quoi. Ça m'intéresse pas de faire des égales et des défaites. Ici, ben voilà, c'était un objectif hyper sérieux à avoir et je l'ai eu, donc on était super contents. Dans le même sens, parfois, lâcher une défaite majeure, et ben, ça peut forcer de se remettre en question parce qu'on peut se dire ah ben c'est qu'une défaite majeure, mais ça impacte toute l'équipe, etc. Et donc ça construit vraiment cette cohésion d'équipe, cette expérience commune qui se fait pendant tout le tournoi. Donc c'est vraiment cool quoi. Moi j'aime vraiment bien. Bah, pour ma part, oui, le côté en équipe, c'était une manière aussi de se dire, bah voilà, si jamais on te met sur un match-up défavorable, tu donnes toujours tout ce que tu as pour essayer de la gagner, mais si tu ne la gagnes pas, mais qu'en échange, l'équipe, grâce aux appareillements, peut la gagner, bah, t'es content, même si t'as perdu ta partie, t'es content parce que l'équipe gagne.
Et alors, le fait aussi qu'avant les parties, quand une fois que les appareillements étaient faits, que t'es Alexis et Jérémy qui avaient aussi réfléchi au match-up, reviennent te faire un rapide débrief en disant oui, fais attention à ça, 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 ça. Ici, ce que tu dois faire, c'est quand même ça et ça et ça. C'était des choses qui, en équipe, sont très, très chouettes, je trouve, à avoir et que t'as pas quand tu joues en solo parce que tes potes n'auront pas le temps de faire ça parce qu'ils seront leur propre partie à gérer et qu'ils seront aussi là dans l'optique à ce moment-là de jouer pour leur perte personnelle. Ici, quand t'es en équipe, oui, si on t'appareille sur un truc favorable, un petit récap juste avant la game, moi je trouvais ça génial. Ça permettait aussi de se reclarifier les idées si on était un peu trop excité par la partie avant de commencer. Ouais, ça c'est cool, le fait que vous soyez 6 en plus, que le tournoi c'est vrai, bon bah voilà, c'est la V7, c'est comme ça, mais c'est vrai que par rapport au WTC, il y a eu 2 mois de plus pour vous préparer. Et ça, l'air de rien, bah, c'est vraiment bien, quoi, parce que vous avez pu vraiment réfléchir à pas mal de trucs. Et l'idée de pouvoir faire son débrief, de discuter avec les gars. Enfin, moi j'avais vraiment beaucoup apprécié ça au WTC, et quand parfois on a eu une ronde difficile ou des matchs difficiles, bah après c'est le moment où on discute tous ensemble et on essaye de. Allez, on se remotive tous et on y va pour l'équipe avant tout, quoi. Donc c'est vrai que ça change vraiment beaucoup. Par contre, je trouve qu'en termes d'énergie, après c'était peut-être parce que justement j'avais un rôle qui était un peu différent, où on n'avait pas vraiment splitté justement tous les rôles comme vous l'avez fait. Mais je trouve que c'est beaucoup plus épuisant qu'un tournoi individuel. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais moi j'avais trouvé que c'était vraiment hyper fatigant les tournois par équipe comme ça. World of Mais Stress. oui, c'est sûr que devoir porter tous les chapeaux, capitaine, appariement, gestion de match, c'est hyper épuisant. Et donc on a vraiment step up le game de l'équipe belge ici dans peut-être pas forcément le jeu, mais tout ce qu'il y a autour, et notamment dans la répartition des tâches. On avait vraiment enfin, il y avait Jérém et moi qui s'occupions de la matrice, et puis Jérém était le chef des appareillements, et Louis s'occupait de tout ce qui était communication avec les orgas parce qu'il était le capi. Et puis il y avait aussi un référent pour tout ce qui est les conflits avec les règles. Donc tout ça, c'était hyper propre dans le sens où à très peu de moments, je pense, les joueurs ont été sortis de leur jeu à cause de tâches externes à la partie, quoi. Yeah, c'est cool. Bah, c'est chouette de voir que justement ça fonctionne comme ça parce qu'on on se parle beaucoup entre joueurs, si je peux dire, des équipes belges ou du moins des joueurs qui sont potentiellement à se qualifier pour les équipes belges. Et du coup, c'est chouette de pouvoir partager ce genre de conseils et d'organisation pour justement le futur, pour que ça continue à performer comme ça parce que je pense que c'est l'objectif commun de la Ligue belge, hein, comme le disait Jérémy, c'est de pouvoir apporter plus de joueurs et certainement comment dire, des résultats de meilleure qualité pour notre pays. Allez, en toute, comment dire, ouais, tout en restant humble, hein, c'est un jeu de figurines, on est tous d'accord, hein, c'est une passion. Euh, Par rapport justement au moment fun dont vous parliez, est-ce que vous avez des petites anecdotes, des petits fails ou des coups de génie justement, ou juste des choses qui étaient drôles ou inattendues, qui se sont déroulées pendant le tournoi, quelque chose auquel vous pensez là maintenant comme ça? Alors, on notera la performance de Jonathan, hein, quand même, qui s'est fait engueuler successivement par une Polonaise, un Chinois, je ne sais plus qui, hein, parce Un que grec. il s'est Un un grec, grec, voilà. ouais. Il l'a Ouais, recroisé ça. en rue. Ouais, Ouais, ouais. Non, c'était il y les a eu plein de petits paratonnerres. moments marrants, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan, pour se faire engueuler? Il Euh, avait pris de la glace, mais comme plein d'autres joueurs, il y avait une file entière. Et c'est malheureusement lui qui a été engueulé pour les péchés de tout le monde. Et sinon, bah, l'altercation, c'était contre le grec, c'était pour une histoire de volonté sur le Witch King du joueur grec, qui n'a pas vraiment abouti à grand-chose. Voilà. Ok. ouais, c'est vrai. Il y a toujours son lot de petits éléments marrants. Mais je le redis, Alexis l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'on a eu une super bonne ambiance aussi avec l'équipe française. Et donc, il y avait cet esprit qui découlait un peu de. Parce qu'on
on évolue depuis quelques années ensemble, on se connaît mutuellement, une série de joueurs belges et certains joueurs français. On va dans leurs tournois, ils viennent chez nous aussi. Et donc, il y avait aussi cet esprit de camaraderie, mais légèrement de chamaillerie avec eux. Par exemple, sur Amandil, qui avait un peu plus de mal, et puis sur le fait que on attendait typiquement notre match pour essayer de les battre, pour les claquer au sol. On n'a pas pu, on s'est fait claquer. Et puis au final, le fait de juste finir devant eux, voilà, c'était notre petite performance, alors que en fait, nous, on n'a rien fait par rapport à ça, mais donc on en joue. Et c'est vraiment en toute amitié, toute franchise. Et ça fait c'est des événements qui font vivre le week-end aussi. J'espère des deux côtés. Ouais, bah en tout cas, je pense que on peut dire clairement que bah, les équipes françaises qu'on rencontre à l'international, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu comme des cousins, quoi, tu vois. T'aimes bien te battre avec eux ou en parler mal parfois, mais au final, on passe toujours quand même des super bons moments et c'est avec eux avec qui on se marre le plus, quoi, hein. Chaque fois qu'on va à leur tournoi, c'est des super moments et pareil, quand on les croise à l'international, bah, c'est à chaque fois super, quoi, hein. On a de la chance d'avoir aussi des personnes de qualité comme ça, allez, si près et en même temps dans un autre pays. Euh, Oui, tout à fait. ouais. Bah c'est non, oui, clairement, bah, on n'a pas cette relation-là avec, je vais dire, des Allemands, peut-être avec des Italiens, avec quelques-uns rapidement, quoi, mais c'est différent. Ici, on a aussi la barrière de la langue. Euh, Bah, ça facilite les choses, évidemment. Et puis, on partage, comme on l'a dit, bah, énormément de tournois auxquels ils viennent chez nous, on va chez eux. C'est toujours un plaisir. Euh, Si on, enfin, quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on passe au dernier chapitre? Non. Oh, C'est good. non, vas-y. Ben moi je voulais encore, vous allez me dire, moi je suis un fanboy, mais moi je voulais encore dire un énorme merci à Davax et Shaka pour MSB Army Tracker. Je le dis à chaque vidéo, je pense en fait maintenant, mais c'est pas grave. Oubliez pas d'aller claquer un Tipeee les gars, même 1 euro, parce que l'air de rien, on est quand même, cru voir une utilisation journalière, plus ou moins 500 visites par jour. Bah si vous l'utilisez souvent, vous faites des listes à tir larigot, vous organisez vos tournois, bah, n'hésitez pas à claquer un petit euro, c'est pas grand chose honnêtement, ça aide beaucoup. Donc voilà, ça c'était le petit côté pub, mais surtout quel plaisir de pouvoir suivre les performances de l'équipe sur le téléphone et moi j'étais là et je regardais en déplacement, bah, je regardais Bon, un peu qu'est-ce que vous aviez fait, contre quelle équipe, où, ouais. et c'était chouette quoi, parce qu'on pouvait vraiment vous suivre sans vous déranger ni rien, en disant ah purée il s'est passé ça, et alors du coup on pouvait donner les infos dans la commu. Donc vraiment un gros GG, c'est tellement un chouette outil de manière générale, mais alors le fait de pouvoir suivre les performances des équipes comme ça internationales, c'est vraiment super. Moi, je voulais aussi te remercier toi parce que bon, quand t'es comme ça à un tournoi et que, comme tu dis, les performances, on essaie de pas déranger les joueurs qui jouent. Mais le fait d'avoir un reporter à distance qui faisait l'intermédiaire pour le reste de la communauté, c'était très cool parce que nous, ça nous permettait de rester concentrés sur nos games et en même temps de savoir que tout le monde n'était pas en haleine, même ceux qui ne connaissent pas ou ne sont pas tout le temps sur maths. Mais grâce à toi, ils avaient aussi un retour. Donc, tu avais également un rôle qui t'était attribué dans l'équipe, même si tu n'étais pas en Pologne avec nous. Celui de reporter, hein. Voilà, en Merci, duplex. merci pour ça. Ouais, bah Ouais, c'est complètement. Gros merci à toi pour ça. C'était vraiment bien. Ça, comme le dit Louis, c'était un rôle en plus, mais qui a tout à fait sa place. Et comme tu as dit, le plus soin, merci à l'équipe Math, Davax, Chaka, etc., d'avoir permis aussi justement à ce suivi en direct. Et alors, je ne sais pas si on a des auditeurs qui ont aussi suivi via le live de Entmount, mais merci à eux aussi qui permettaient de suivre une partie enfin, quasiment la totalité de l'événement, mais certaines games en live. On voit que le jeu se démocratise, que les gens suivent, se répandent. Ça, c'est vraiment super cool. Ouais, bah il le passait d'ailleurs pendant notre tournoi au French Wargame Café. À un moment donné, on était assis dans le salon entre deux rondes et il passait justement le live, donc on pouvait voir justement la salle où vous étiez en train de jouer, dans une salle. Et on a vu Amandil passer avec une bière à la main. Je crois il devait pas être encore 14 h, mais bon, c'est légal, hein, il est breton, je pense, hein, donc on a vu Chaka aussi. Enfin, c'était marrant de pouvoir voir un peu la salle. Allez, on était vraiment dans l'ambiance, c'était vraiment chouette, quoi, de pouvoir, de pouvoir profiter un peu de l'événement comme ça. Donc j'espère qu'au fur et à mesure que les années vont passer, ça va encore plus, allez, être pas professionnel, mais avoir vraiment
des lives de qualité, genre de choses comme on a déjà actuellement. Mais en tout cas, c'était un plaisir, les gars, de pouvoir vous suivre et de pouvoir faire de pouvoir faire un peu le reporter, de pouvoir faire profiter les gens. Honnêtement, il y a eu quand même beaucoup de réactions de la commu belge par rapport à vos performances. Et donc ça, c'est vraiment chouette d'avoir pu voir que ça intéressait quand même pas mal de gens au final, de voir ce qui avait été fait. Donc ça, c'est quand même vraiment très cool, quoi. C'est la preuve que les gens étaient fiers. Mhm. Ouais. Ouais, Alexis. Ouais, moi j'espère juste que les nouveaux scénars et les nouveaux bouquins vont un peu élargir la méta qu'on a vue ici à la Nation Cup. On a pu voir tous la fameuse liste des 10 du mal qui ont le mieux perf, Ouais. avec 3 Usur- Balrogs et 1 million de Usurper number one. Hein. Usurper number one qui avait quand même des crébins comme comme les listes Isengard Saruman. Ouais. Et donc à voir si on se retrouve sur la même chose les années prochaines, parce qu'on on est sur une liste qui est quand même vraiment, enfin il y a des listes qui sont vraiment terriblement efficaces et qui souffrent pas forcément des variations de temps. Donc ça changerait pas grand chose de jouer un peu moins longtemps ou un peu plus longtemps. J'espère qu'on verra d'autres choses ressortir, quoi. Parce qu'il y avait quand même énormément de listes similaires au tournoi, quoi. Et je pense que White Hand, parce que je pense que tu parles surtout de White Hand, hein, je pense. Quand tu parles du format temps, etc., c'est vraiment une liste qui encaisse fort, en fait, sur tous les systèmes de jeu qu'on a pu voir. Enfin, je l'ai vu en jouer en temps long et ça performe, et en temps court, et ça performe aussi, en fait, assez bien. Donc je pense que tu parlais surtout de White Hand, qui va gagner maintenant Gorulf, et Je parlais effectivement surtout de White Hand, ouais, qui était omniprésent, quoi. Je pense qu'on va, elle avec va. les nouveaux scénars, voir moins d'autres listes, mais il y a de grandes chances que White Hand reste dominante ici, hein. Voilà. Ouais. On verra surtout avec le petit ajout Legacy, hein, donc le fameux Ouais, Gorulf qui va venir yes. ajouter du punch dans la liste. Donc ouais, on verra hein, après. Est-ce il y aura une liste qui va sortir pour lui casser les jambes on attend de pouvoir voir, mais en tout cas, je crois que c'est un clap de fin pour la méta V7 début d'édition, on va dire. Je pense qu'on peut clairement dire que là, ça s'arrête. On va pouvoir commencer à avoir de plus en plus, enfin, que des scénars maintenant, que des tournois avec tous les scénars et du Legacy, etc. Donc voilà. Donc moi, en tout cas, je tiens à vous remercier les gars pour votre performance, pour l'engagement, ce que vous avez fait, parce que voilà, faut faire le déplacement, faut s'entraîner. C'était vraiment beaucoup de temps investi pour ça, pour vous, mais aussi pour l'équipe belge, quoi. Et donc je pense au nom de la communauté, je tiens vraiment à vous remercier pour ça. C'était vraiment un plaisir de pouvoir vous suivre et de vivre l'expérience même à distance. Donc GG les gars pour la 10e place. Et si vous avez un petit mot pour la fin, peut-être Louis, Jérémy et puis Alexis. Bah, pour ma part, moi j'ai entendu des rumeurs venant des orgas pour l'année prochaine. Mhm. Ce serait a priori en Italie. Et ce serait un peu avancé, ce serait vers avril. Donc ça c'est les rumeurs, donc on attend l'annonce officielle. Mais si ça se concrétise, pour ceux qui sont intéressés, voilà, un peu plus d'infos. Comme ça vous savez déjà quand il faut regarder pour prendre les congés au boulot, si c'est possible. Ouais, moi j'aimerais dire à ceux qui vont écouter la vidéo que c'est une expérience très sympa. Je sais pas si ça a coupé chez moi, mais Non, non, ça a coupé chez lui. ah, Ouais. c'est une expérience très sympa, mais c'est- Ouais, je n'en entends plus. Tu nous diras quand tu veux qu'on reprenne ouais. le mot de la fin. Attends, je vais voir parce que je envoie un petit message. On peut dire une chose, il n'est pas la bouche de Sauron, il ne parle pas assez fort. Ouais, ou alors je lui ai demandé de s'approcher trop près et ça a cassé le game. Ah.
Il y a Luigi qui est cassé. Ah, il est de retour, je pense. Non, pas encore. Allô, allô. Ah. Yes. Oui. Yo. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas... Du coup, tu disais c'était une expérience très sympa. Oui, et que c'est vraiment un truc à faire une fois, quoi. Si on aime bien le jeu, si on aime bien les compétitions, si on aime bien voyager, et si on a une équipe avec laquelle on s'entend bien, quoi. Yes. Et toi, Jérémy? Ben, merci à toi qui nous a suivis et qui a partagé un peu nos péripéties tout au long le week-end. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi par-delà via les réseaux. Et alors oui, à tous les Belges qui nous écoutent et qui sont intéressés, c'est accessible à tout le monde, vraiment. On est une petite communauté, tout le monde est le bienvenu, on a des super chouettes événements. Donc n'hésitez pas, si ça vous botte, à jouer et à vous montrer intéressé parce qu'il y a de la place dans les équipes, clairement. Il y a des années, on n'a pas su envoyer des équipes à tous les événements parce que justement, il n'y a pas assez de gens qui se manifestaient, donc n'hésitez pas. Il y a l'Open de Belgique aussi, le 11 et 12 octobre. Là, on espère voir toute la commune belge et nos amis français et d'au-delà qui nous rejoignent. Donc à Hâte, c'est proche de la frontière française en plus. Donc voilà, réservez bien la date. Legacy Autorize, etc. Et à nos amis français, au plaisir de vous recroiser pour vous chamailler la prochaine fois, quoi. Merci à tous en tout cas. C'était un très bel event. N'hésitez pas à essayer d'y participer. Yes, merci en tout cas les gars. Et à très bientôt pour le prochain épisode des reviews des armées, pour les armées du mal, du 3e livre. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut, Ciao. Ciao. Je vais content me voir, expériant. Toujours un mot sur la scène belge, t'as la langue bien pendue. Mauvais TC ou Nation Cup, mec on t'a jamais vu. T'es comme Sauron dans l'ombre, sauf t'as pas de pouvoir. Juste des grandes paroles, mais jamais de départ. Parlons de nos erreurs, te juge nos moves à distance. Mais quand faut porter l'anneau, t'es pas là, t'as pas de résistance. Nous on paye les billets, on sort les figues et l'orga. Toi te fais du bruit, planqué comme Grima. T'as le swag d'un Nazgûl, mais le skill d'un roi influent. Tu clashes la Belgique, mais t'es jamais sur le terrain. T'es un fantôme sur la map, un mythe sans action. Nous on vit le jeu à fond, toi t'es que dans l'opinion. T'as le swag d'un Nazgûl, mais le skill d'un roi influent. Tu clashes la Belgique, mais t'es jamais sur le terrain. T'es un fantôme sur la map, un mythe sans action. Nous on vit le jeu à fond, toi t'es que dans l'opinion. Tu critiques nos scores, nos drafts, nos résultats, mais dis-moi, t'as joué où? À la coupe, ah non c'était pas toi. On te voit pas en Espagne, on te voit pas en France. À l'international, tu joues en mode silence. T'as toujours un avis sur qui a bien ou mal joué, mais tu participes à rien, t'as rien de crédibilisé. Nous on se bat pour le drapeau, on se mouille, on se déplace. Toi te restes dans l'ombre à faire la classe, sans la classe, sans la classe. T'as le swag d'un Nazgûl, mais le skill d'un roi influent. Tu clashes la Belgique, mais t'es jamais sur le terrain. T'es un fantôme sur la map, un mythe sans action. Nous on vit le jeu à fond, toi t'es que dans l'opinion. T'as le swag d'un Nazgûl, mais le skill d'un roi influent. Tu clashes la Belgique, mais t'es jamais sur le terrain. T'es un fantôme sur la map, un mythe sans action. Nous on vit le jeu à fond, toi t'es que dans l'opinion. Alors continue de jacter, fais tourner les rumeurs, mais tu seras jamais une légende, juste un commandateur. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas qu'un jeu de salon, c'est du sang, du temps, des figues et du vrai don.